La technique, c'est la voiture que l'on conduit, le téléphone qui nous suit partout, ou la Wi-Fi dans nos salons. Mais c'est aussi et surtout le stylo avec lequel on écrit sa liste de courses, le couteau qui coupe nos carottes, la manière dont on parle, marche et pense. La technique est partout, invisible et assimilée, et dans les minutes qui suivent, nous allons la chercher là où elle se cache, tout près de nous. Elle est à la fois savoir-faire et outil, un ensemble de procédés informels incorporés dans des objets créés par l'être humain. Partez avec nous à l'aventure dans un monde que l'on connaît trop bien et que l'on a donc arrêté de voir. Et on vous prévient, ça va être technique. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous écoutent pour ce nouvel épisode de Contrôle technique. Avis aux amateurs d'histoire de l'art, dans cet épisode vous serez servis, car aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu original, la signature en peinture. Oui, je vous parle bien de cette petite marque, discrète ou pas si discrète, que l'on trouve au bas des tableaux, cette petite marque qui fait couler beaucoup d'encre et fait l'objet de nombreux discours dans les milieux savants des connaisseurs d'art, cette petite marque qui semble encapsuler la valeur, notamment économique, des toiles d'artistes renommés. Dans l'imaginaire collectif, la signature et la peinture semblent indissociables. Mais pourtant, comme vous vous apprêtez à le découvrir, signer une toile ne relève pas de l'évidence. Les œuvres d'art ont longtemps été anonymes, et certaines des toiles les plus connues n'ont pas été signées. Le sens même de cette signature n'a pas toujours été celui que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui nous invite à nous poser une question. Comment ont évolué les fonctions et enjeux de la signature dans l'art pictural ? Et donc pour nous accompagner dans ce voyage à travers l'histoire de la signature en peinture, nous recevons aujourd'hui Laure. Elle nous partagera les points saillants des recherches qu'elle a menées dans le cadre de l'écriture de son mémoire d'histoire des techniques, réalisé au printemps 2023, un mémoire qui s'intitule « La signature en peinture, du maître d'œuvre à l'œuvre du maître ». Bonjour Laure, bienvenue, merci de nous rejoindre pour nous partager tes lumières. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce qui t'a poussé à choisir ce sujet pour ton mémoire ? Bonjour Alice, merci de m'accueillir ainsi. Donc je m'appelle Laure Barbier. Ce qui m'a amenée à réaliser ce mémoire sur la signature en peinture, c'est à l'occasion d'une exposition par les archives départementales de la ville de Nantes, que j'étais allée voir pendant mes vacances, qui portait sur la signature en général, donc qui abordait beaucoup de dimensions de la signature administrative, dans l'art, dans la cuisine, enfin beaucoup de choses. Et j'ai adoré le sujet de la signature, et avec l'exposition, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire un mémoire sur la signature, je devais choisir de quelle signature j'allais parler. Et c'est l'histoire de l'art, la signature en peinture qui m'a le plus accrochée. Et c'est avec le petit livret de l'exposition que j'ai commencé mes recherches bibliographiques pour ce mémoire. D'accord, c'est parfait, tu me fais la transition avec la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta démarche de recherche, des sources que tu as mobilisées dans le cadre de l'écriture de ce mémoire ? J'ai pas tout de suite su par quel angle aborder la signature, si je voulais traiter de la signature dans l'art aujourd'hui par exemple, mais ça me paraissait une problématique pertinente et facile à suivre de traiter de l'émergence de la signature. Et c'est sur ça que mes recherches se sont concentrées. Et il n'y a pas eu une profusion de sources énorme non plus. Et finalement, dans la signature en peinture, il y a quelques auteurs, d'ailleurs c'est souvent des autrices, un peu phares qui ont vraiment pompé le sujet et déjà livré. Mais du coup, c'était un livre entier et non pas un mémoire. Et j'ai pu choisir dans leur œuvre ce qui m'intéressait. Ok, et du coup, dans tous ces ouvrages que tu as parcourus, quel a été le point de tension que tu as identifié, que tu as découvert sur le sujet de la signature en peinture, autour duquel tu as souhaité axer ton travail ? Ça a été rapidement comment le sens de la signature a été mal interprété ou déformé, et où on a essayé plus tard dans l'histoire, par rapport à l'émergence de la signature, de calquer ces visions-là de notre conception de l'histoire de l'art sur des tableaux qui, dans les faits, n'ont pas du tout été réalisés avec les mêmes notions de la signature à l'époque. Ok, oui, c'est effectivement ce qui ressort à la lecture. Donc, pour
entrer dans le vif du sujet, je te propose qu'on essaie de retracer ensemble le fil de ton mémoire, donc qu'on suive la chronologie des événements. Donc, dans un premier temps, tu nous parles de la présence de la signature en peinture et de son sens de la Renaissance à l'âge classique. Donc, tu commences par nous présenter la signature en peinture comme l'héritière de la marque imposée aux artisans, la marque de tâcheron. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'une marque de tâcheron ? La marque de tâcheron, elle a été imposée aux productions artisanales dès le XVe siècle par l'État, par souci de retracer l'origine d'une production artisanale. Donc, par exemple, dans la production de papier ou dans l'orfèvrerie, c'était des obligations pour les artisans de marquer leur production pour, par exemple, engager la réputation de l'atelier s'il y avait un défaut de fabrication ou de vérifier qu'on s'était bien acquitté de tous les impôts sur les matériaux. Et c'était imposé par l'État à peu près toutes les corporations à partir du XVe siècle. D'accord. Et donc tu nous dis aussi que cette forme de signature, son sens n'a rien à voir avec le sens qu'on prête aujourd'hui à la signature. Donc quel est son sens à cette marque de tâcheron ? C'est vraiment un outil de traçabilité des marchandises qui a été imposé par l'autorité étatique à l'inverse de la signature des peintres qui n'a jamais été légiférée dans l'histoire. Et du coup, on peut penser que signer sa production, ça vient d'une envie de reconnaissance, de gloire individuelle. Et en fait, c'est une réglementation qui est imposée aux artisans et pas du tout issue d'un désir individuel. D'accord, donc ça c'est renommée. Pour la marque. C'était renommée, le mot que la je cherchais. renommée. Donc la marque de tâcheron, tu nous dis, elle apparaît avant la signature en peinture. Donc la signature en peinture, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quel contexte elle fait son apparition dans les tableaux et quelle fonction elle remplit à ce moment-là où elle apparaît ? Si on parle juste de son apparition, on admet souvent qu'elle est héritière de la pratique des graveurs, parce que les peintres étaient souvent peintres et graveurs. C'était la seule manière de reproduire les images à l'époque. Et les graveurs avaient leur marque de tâcheron, on peut dire, avec dessinateurs, graveurs, éditeurs mentionnés sur leur production. Et du coup, certains peintres se sont appropriés cette pratique pour faire de leur nom une sorte de marque, puisque leurs gravures circulaient, par exemple, dans toute l'Europe, pour qu'on sache que c'était les leurs. Du coup, il y a des signes distinctifs qui sont apparus, notamment le plus connu, je pense que c'est le monogramme d'Albrecht Dürer, le petit D dans le A, qui fonctionne comme un outil de traçabilité de la marchandise, mais aussi comme un symbole, un peu un logo, pour faire de la pub aux graveurs. Et donc ce que tu disais, c'est qu'à cette époque-là, donc elle était soumise à aucune juridiction, c'était pas obligatoire. Donc c'était plus question, voilà, de volonté personnelle de l'artiste. Et tu nous expliques donc que jusqu'à la Renaissance, les œuvres d'art n'étaient pas signées parce que c'était des images religieuses. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet ? On voit cette pratique du coup héritière des graveurs. Elle mène à des signatures de peintres qui sont un peu des trompe-l'œil dans le tableau. Par exemple sur le cadre ou carrément qui imitent les poinçons de l'orfèvrerie sur les meubles représentés, parce qu'il faut pas que l'artiste marque sa personnalité dans le tableau, parce que la plupart des tableaux sont religieux, et que la valeur de la toile, elle est liée au caractère divin de ce qui est représenté. Et du coup, notamment avec la Réforme, quand on décide de faire de l'art quelque chose d'autre que rendre hommage à Dieu, par exemple avec les paysages, les portraits, les natures mortes, etc., il y a un passage, un changement de statut de l'image qui devient vraiment art, et le peintre devient vraiment artiste, et c'est là que la signature avant dissimulée s'immisce dans le champ du tableau en lui-même. D'accord. Et donc oui, donc là, la signature fait son apparition dans les tableaux. Et ce que tu dis, voilà, d'abord, elle est discrète, et puis elle prend de plus en plus de place.
Et donc, ce que tu expliques, c'est que ce n'est pas une évolution qui est anodine. Tu dis que c'est le témoin d'un processus d'artification de la peinture. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que ce concept d'artification ? Ce processus d'artification par la signature, c'est la thèse de Nathalie Heinisch, qui est sociologue spécialiste de l'art, et que, en fait, pour elle, le moment où la signature apparaît, ça reflète le moment où l'objet devient objet d'art, où la frontière entre non-art et art est franchie, et où la signature s'impose comme une convention de ce qui fait art. C'est ça qu'elle appelle artification. Donc ça, c'est la peinture qui prend complètement une autre étoffe, quoi, une autre dimension à la Renaissance. Voilà. Donc ça, c'est pour la peinture, mais tu nous dis aussi que l'artiste prend une autre dimension à cette période. C'est quoi cette dimension alors ? À la Renaissance, avec le mouvement humaniste, on voit une conception de l'histoire de l'art se dessiner on pourrait dire qu'elle est hagiographique, parce qu'elle donne une place immense à l'individu artiste en lui-même. Les grands noms, les grands maîtres, notamment de l'Antiquité, les maîtres grecs, sont vraiment... on leur voue un culte, quoi. Ils sont mis sur un piédestal. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le modèle vasarien de l'auteur Vasari, qui pose cette norme au milieu du XVIe siècle, d'après laquelle toute l'histoire de l'art va être réinterprétée. Apposer son nom sur son œuvre, ça devient synonyme d'une volonté de gloire posthume, d'immortalité par l'art. Et c'est comme ça que la figure d'artiste prend une toute autre dimension et toute autre importance. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, juste à la suite de ça, c'est que tu nous expliques que c'est pas parce qu'on assiste à cet élan d'individuation des peintres à la Renaissance qu'il faut interpréter, ou en tout cas ce serait réducteur d'interpréter ça, comme l'affirmation, en ce qui concerne la signature, l'affirmation d'une individualité au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. Et tu nous parles des pratiques collectives dans les ateliers. Donc c'est vrai que ça semble paradoxal à première vue. Si la signature individuelle n'est pas l'affirmation de l'individualité, à cette époque-là en tout cas, alors qu'est-ce que c'est ? Finalement, cette vision hagiographique, vasarienne qui se répand, elle se fait au moment même où, en même temps que la pratique artistique est collaborative dans des ateliers et où les notions de qui est l'auteur, qui est la signature qui doit être autographe n'est pas du tout la même, parce qu'il y a les maîtres qui peuvent imaginer un tableau et les élèves le réaliser, mais c'est quand même lui qui le signe, ou ne réaliser que des parties de tableau et le signer quand même. La signature n'est pas du tout synonyme d'autographe. Elle fonctionne plutôt comme une marque authentique de l'atelier. Et comme le nom du maître est déjà connu, elle fonctionne comme un outil commercial pour stimuler les commandes. Et donc après ça, tu nous fais faire un tout petit bond en avant, donc de la Renaissance au XVIIe. Tu nous expliques qu'à cette période, notre conception du rapport à l'art et à l'artisanat change. Et donc c'est à ce moment aussi que la conception de ce que c'est qu'un artiste et ce que c'est sa signature change aussi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet ? On a à ce moment-là une volonté de séparer ce qu'on appelle les arts nobles ou les beaux-arts du travail manuel grossier et trivial et qui ne peut pas se revendiquer peintre. Et on a cette séparation au moins théorique. C'est là, par exemple, où l'Académie royale est aussi fondée. Cette séparation théorique entre art et artisanat, où l'artisanat ne serait que du travail manuel, alors que l'art serait un moyen de s'élever intellectuellement par son génie créateur, etc. Mais pareil, cette vision, ce concept existe alors que la plupart des tableaux sont réalisés encore en atelier et avec une division du travail et une collaboration énorme. Ok, donc moi ce que je retenais de cette première partie-là du mémoire, tu nous dates au XVIIe, on arrive à la conception de l'art qu'on a à l'heure actuelle, plus ou moins. Mais il faut encore franchir quelques petites étapes pour atteindre la conception de la signature qu'on a aujourd'hui. Donc là, tu nous expliques qu'on a une période charnière
qui est le XVIIIe, donc siècle des Lumières. Et donc c'est cette période qui consacre notre conception actuelle de la signature en peinture. Tu nous expliques qu'on observe des bouleversements dans le commerce des tableaux et le statut des peintures. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont ces bouleversements et comment ceux-ci influent sur les fonctions de la signature dans les peintures? Donc le régime de l'art qu'il y avait avant, avant cette période charnière, c'était les artistes qui circulaient beaucoup plus que les œuvres, et les tableaux étaient réalisés par des commandes, donc privilèges ecclésiastiques ou politiques, de commandes de tableaux, et c'est là que le nom fonctionne comme une marque qui va stimuler les commandes. Mais au XVIIIe, on assiste à un changement de ce régime. C'est plus des commandes qui dominent le marché, c'est de la seconde main. Du coup, les toiles deviennent des marchandises qu'on peut acquérir hors commande, et c'est là que finalement il se développe un marché de l'art, et une nouvelle élite avec de nouvelles idées domine ce marché de l'art. C'est les connaisseurs qui investissent les milieux où l'art se démocratise. L'accès à l'art est ouvert à d'autres classes sociales, bourgeoises, intellectuelles, et les lieux où se pratique l'amour de l'art se multiplient également. On voit avec les musées, les ventes aux enchères, les galeries, etc. Et là, le nom, la signature, c'est là où se cristallise vraiment toute cette pratique nouvelle artistique. Et au lieu d'en faire la marque d'un atelier qui n'est pas forcément autographe à la peinture, elle est interprétée par cette nouvelle élite, les connaisseurs, comme devant être le reflet de la personnalité du peintre. Si on signe le tableau, c'est qu'on l'a réalisé entièrement. Ce qui n'est pas du tout le cas, du coup, dans les ateliers collaboratifs de l'époque, d'ailleurs. Ces deux régimes de pensée cohabitent, et on a un désir d'autographe de la signature, alors que c'est pas du tout le cas dans ce qui se passe pour les ateliers. J'ai trouvé ça très très intéressant. Donc tu nous dis qu'à cette période-là, la peinture rentre vraiment dans des logiques marchandes. Et c'est assez surprenant, parce que c'est vrai que pour moi, dans l'imaginaire collectif, il y a dans l'expression artistique des peintres quelque chose de viscéral, quoi. Et on les imagine pas du tout, les artistes, eux, pris dans ces logiques commerciales-là. Mais ouais, tu nous dis que c'est pas vraiment ça. C'est ça, ils étaient très très conscients du pouvoir qu'avait leur nom pour stimuler le marché. Et ils sont beaucoup à utiliser leur signature, parce qu'ils comprennent que c'est ça que les gens achètent, c'est un nom, c'est une signature, et ils en sont très conscients et ils l'utilisent à des fins commerciales évidentes. J'ai été très intéressée par tout ce concept-là du connoisseurship et toutes ces élites intellectuelles qui se forment à ce moment-là et qui prennent une place vraiment impressionnante. Et j'ai plus en tête, mais dans le mémoire, tu présentes la thèse d'un auteur, une autrice, qui tente de proposer une explication, justifier pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on fait des artistes, pourquoi à ce moment-là, on fait de ceux qui savent produire un discours très fin sur ce que font les artistes, des catégories sociales mises sur un piédestal supérieur. C'est toujours Nathalie Heinich, d'ailleurs, qui dit que ce jeu-là du connaisseur à l'époque reprend les logiques de jeu curial, où la capacité d'identifier un auteur, un artiste, en fait, c'est une façon de se distinguer du commun des mortels, et reprend ces logiques de cours et de l'artiste qui est investi d'un pouvoir, d'une aura vraiment magnétique, et qui suscite ces pratiques du connaisseur, de déceler le faux, de reconnaître la touche personnelle du peintre. Ça, je trouve ça super intéressant, parce que c'est encore très perceptible aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi, je me suis jamais sentie très légitime dans les milieux d'art, parce que on a la sensation qu'il faut maîtriser, avoir énormément de connaissances, comprendre tous les détails, toutes les subtilités. Donc c'est intéressant de comprendre que le coupable, il est là, c'est le 18e et les nouvelles élites bourgeoises. Donc ça, c'était très intéressant.
Donc tu nous dis que c'est à ce siècle-là que se généralise la signature individuelle dans la peinture, qu'elle matérialise cette signature, la figure du peintre solitaire et inspiré. Et donc c'est cette signature-là qui confère à la toile toute sa valeur. Mais donc, est-ce que ça veut dire que à ce moment-là, la manière dont les toiles sont faites change? Est-ce que ces pratiques collectives que tu mentionnais quand on parlait de la Renaissance, est-ce qu'elles perdurent? Qu'est-ce qui se passe? Elles perdurent jusqu'au 19e au moins. Et du coup, on a une contradiction entre ce que les connaisseurs recherchent et ce qui est vraiment fait en atelier. Et cette injonction à l'autographe de la signature, elle est pas anachronique, parce que c'est la même époque, mais pas du tout en adéquation avec ce qui se passe réellement dans la production artistique à l'époque. Même si on a les deux régimes qui cohabitent, celle du nom comme une marque, comme garant d'une qualité et d'une origine de l'atelier, et celui singulier, individuel, personnel, mais qui n'est pas du tout représentatif de ce qui se fait vraiment à l'époque. Donc ça nous complique un peu la tâche. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour juger de la valeur d'un tableau? Pas seulement la valeur économique, mais notre monde s'écroule, la signature, ça ne veut plus rien dire. C'est ça. Et même aujourd'hui, cet art du connaisseur, il a été perpétué dans les pratiques d'attributionnisme, et on est obsédé par vouloir donner un nom aux toiles anonymes ou vérifier que c'est bien ce peintre qui a réalisé toute la toile, sinon on ne peut pas vraiment dire que c'est à lui. Et finalement, on voit par exemple que les œuvres médiévales anonymes on crée des noms de toutes pièces pour pouvoir dire « Ah oui, c'est le maître au champion des dames » ou le maître au feuillage doré qui a réalisé cette œuvre, alors que ce n'était pas du tout les mêmes notions d'octorialité et d'originalité à l'époque. Et même plus récemment, avec les techniques d'attributionnisme utilisant des technologies très précises, par exemple le Rembrandt Research Project qui voulait déceler les copies des vraies toiles de Rembrandt, au final, il a été obligé d'aboutir au concept de cercle, de groupe stylistique de Rembrandt, parce que c'était pas du tout comme ça qu'il peignait ses tableaux. C'était pas tout seul dans son grenier qui réalisait tous les tableaux. Et vouloir déceler le vrai du faux, l'original des copies, en fait, c'était pas du tout comme ça que l'art était pensé à l'époque. Cette conception de l'original, elle est apparue assez tard. Et avant, c'était vraiment cette reproductibilité des tableaux qui en faisait leur aura, leur valeur. On achetait des toiles de Chardin, mais on voulait ce que Chardin faisait pour tout le monde. Enfin, il n'y avait pas de premier et de copie. On avait cette idée même que c'était l'original dans la tête et la copie sur la toile. Il n'y avait pas de premier, d'originel, de canonique. C'était cette reproductibilité qui stimulait le marché. Ça sert à rien de chercher le tableau originel, le vrai, le premier des copies. Donc tu nous dis que tout ce mouvement, tout ce bruit, toute cette agitation d'experts un peu stérile, alors comment on juge de l'authenticité? Comment est-ce qu'on juge de la valeur? Est-ce qu'il faut juste regarder le tableau et le trouver joli? Est-ce que c'est ça qu'on doit retenir? Peut-être. En tout cas, il ne faut pas prendre pour acquis nos conceptions de ce qui fait l'originalité, de ce qui fait l'octorialité d'une toile. C'est pas du tout une valeur intrinsèque à l'art, comme on pourrait le penser aujourd'hui. C'est des constructions sociales qui, en essayant d'appliquer absolument nos notions héritées du connoisseurship et de l'élite bourgeoise qui dominait le marché de l'art à un moment, évidemment, on va se heurter à des paradoxes, parce que c'était à des années-lumière de comment les peintres qui ont peint les tableaux qui nous intéressent se représentaient leur signature, leur façon de peindre et la place de leur nom. Mon monde s'effondre, mon monde s'effondre. Bah merci Laure pour tous ces éléments. Bon, ça nous donne bien matière à penser. Donc si on devait conclure un peu, selon toi, qu'est-ce qu'on devrait retenir de ton mémoire? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de l'histoire passionnante de la signature en peinture? Comme tu as dit, c'est vrai que c'est plus que répandu, cette image de l'artiste seul, habité d'un pouvoir créatif
qui cherche l'immortalité par la signature dont la toile est autographe. Et au final, il faut vraiment remettre ça en question, parce que tous nos efforts, comme tu l'as dit, tous les efforts des experts ne mènent qu'à se rendre compte des paradoxes et de l'anachronisme de cette pratique. Et une convention aussi constitutive du champ de l'art que la signature, finalement hyper contingente et polysémique à travers l'histoire. Et on n'a pas toujours signé, et surtout on n'a pas toujours signé avec les mêmes intentions que ce qu'on fait aujourd'hui. Et à titre personnel, toi, quelles ont été les grandes révélations, le grand eureka des éléments qui t'ont surpris, qui t'ont amusé, marqué particulièrement? Je pense que c'est surtout au niveau de ce que j'utilise comme ouverture dans mon mémoire, où cette thèse de Nathalie Heinisch, que la signature est une convention qui témoigne de l'artification des objets, finalement, aujourd'hui, elle est tellement répandue que, évidemment, il y a des artistes, des œuvres d'art sans signature, mais il y a aussi des arts... Enfin, on peut faire art que par la signature. Dès qu'on signe quelque chose, on décide par cet acte que, hop, c'est de l'art. Genre, par exemple, le tag, qui est juste son nom, et on décide de la poser, et maintenant, c'est une œuvre d'art. Ou Marcel Duchamp, avec son ready-made, qui n'a pas du tout participé à la confection de cet objet. Aucune place créative de Marcel Duchamp, mais juste, il le signe, et il dit « Ok, maintenant... c'est digne d'être exposé dans les musées et être regardé comme art. » J'ai vraiment l'impression que c'est une composante centrale dans l'art contemporain, la notion de signature. C'est plus le créateur, c'est le signataire qui est l'artiste. Laure, petite précision pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que le ready-made ? Le ready-made, c'est... Alors l'image qu'on en a la plus célèbre, c'est celle de l'urinoir, qui a fait objet d'une grande controverse quand il a été pour la première fois exposé à titre d'œuvre d'art, parce que une grande partie de la population des amateurs d'art se dit mais c'est pas de l'art. Si on commence à dire que les urinoirs c'est de l'art, mais où va-t-on, où va le monde ? Et en fait c'est la prétention de Marcel Duchamp de rendre art ce qui à première vue ne l'est pas, comme un urinoir, par la simple apposition de sa signature. En tant qu'artiste, j'élève cet objet parfaitement ordinaire au rang d'art. Et j'ai le droit de le faire maintenant. Évidemment, beaucoup de gens n'ont pas été d'accord avec lui, mais maintenant, c'est un peu un exemple canonique des redéfinitions de ce qui fait art et ce qui n'est pas art. Et donc, toi, encore à titre personnel, comment toutes ces découvertes ont influencé ton rapport à toi vis-à-vis de l'art et ta perception des milieux qui sont associés à l'art? C'est vrai que moi, en me lançant pendant l'exposition, c'est marrant, je pourrais faire un mémoire sur les signatures, mais ça va être trop large, je prends la signature en peinture. Je ne m'attendais pas du tout à toute cette profondeur de réflexion de oui, mais la signature, ça doit être autographe. Non, mais avant, c'était juste une marque commerciale. Et finalement, ça m'a beaucoup étonnée, toute la complexité et les contradictions qui en découlent. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé, par exemple, mon regard dans les musées, quand je vois qu'il y a écrit groupe stylistique, ou cercle 2, ou atelier 2, au lieu de juste le patronyme. Et oui, c'est parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'évidemment, nos pratiques sont stériles. Du coup, on a dû dire que c'était le groupe stylistique. Et je suis contente d'avoir ces connaissances maintenant pour mieux interpréter, avoir beaucoup plus de recul sur quand on dit... C'est un tableau de alors qu'il date du Moyen-Âge ou de la Renaissance, et on est sûr que c'était pas un tableau de Donc on prend plus plaisir dans les musées, c'est ça la conclusion. Voilà. Bon, c'est chouette. Si au moins écrire un mémoire d'histoire des techniques, ça peut nous permettre ça. C'est qu'on a bien fait le travail. Ok, super. Merci à nos fidèles auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode vous aura donné du grain à moudre. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Contrôle Technique. Merci de nous avoir écoutés. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les ressources citées ainsi que des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes de Contrôle Technique sur toutes les plateformes de streaming et sur le site en description. À bientôt pour un prochain Contrôle Technique.